Mao Mao, une jeune fille de 17 ans issue du quartier des plaisirs, mène une vie paisible aux côtés de son père adoptif, un apothicaire de qui elle a hérité un précieux savoir en médecine et en toxicologie. Un jour, alors qu'elle effectue une livraison dans une maison close, son destin prend une tournure tragique. Mao Mao est enlevée par des ravisseurs et vendue à la cour impériale. Là-bas, elle est réduite au rang de domestique et assignée au quartier des concubines de l'empereur. 3 mois après son arrivée, une crise majeure secoue la cour impériale. Le fils de Dame Lifa, une concubine récemment devenue mère, tombe gravement malade. Peu après, la fille de Dame Gyokuyo, concubine favorite de l'empereur, présente des symptômes similaires. Malgré leurs efforts, les médecins impériaux se retrouvent démunis, incapables d'identifier l'origine de cette mystérieuse affliction. Observatrice et perspicace, Mao Mao examine discrètement les symptômes rapportés et détecte des similitudes troublantes avec des cas qu'elle a déjà observés. Elle émet l'hypothèse que des cosmétiques utilisés par les nourrices, porteurs de substances toxiques, empoisonnent les nourrissons par simple contact. Préférant rester dans l'ombre, Mao Mao agit avec une extrême précaution et rédige anonymement un message d'avertissement à l'attention de chaque concubine. Dame Lifa, ignorant l'avertissement, voit son fils succomber peu après. A l'inverse, Dame Gyokuyo, ayant pris l'alerte au sérieux, parvient à sauver sa fille. Profondément reconnaissante, elle sollicite Jinshi, un eunuque influent et charismatique, pour découvrir l'identité de l'auteur du message. Celui-ci, convaincu qu'un médecin impérial n'aurait aucun motif d'agir dans l'ombre, concentre ses soupçons sur une éventuelle servante, et tout particulièrement sur Mao Mao. Elle nie d'abord son rôle, puis finit par avouer. Impressionnée par son savoir et son audace, Dame Gyokuyo, sous les recommandations de Jinshi, décide de la garder à ses côtés. Mao Mao est alors transférée dans son pavillon où elle devient officiellement sa dame de compagnie et goûteuse attitrée. Ce transfert place Mao Mao au cœur de multiples intrigues où Jinshi sollicitera fréquemment son expertise d'apothicaire et sa perspicacité pour résoudre différentes affaires. Il y aura tout d'abord une histoire d'intoxication alimentaire présumée de plusieurs soldats dans un campement militaire. Un empoisonnement qui finalement se révélera avoir pour origine le bois utilisé pour alimenter les feux, lequel contenait une plante libérant des gaz toxiques lorsqu'elle était brûlée. Puis viendra l'affaire d'un prétendu fantôme rôdant la nuit sur les remparts de la cour. Cette apparition, en réalité, n'est autre que Dame Fuyo, une concubine impériale en proie au somnambulisme. Mao Mao supposera tout d'abord que cet état est lié à une anxiété intense, provoquée par le départ imminent de Dame Fuyo de la cour impériale, après avoir déplu à l'empereur. Il s'avérera en réalité que celle-ci a délibérément cherché à se faire disgracier par celui-ci. Son objectif, être renvoyée chez elle pour retrouver un ami d'enfance, un soldat émérite qu'elle aime profondément et qui partage ses sentiments. Son somnambulisme était une conséquence inconsciente de son état d'esprit torturé. Elle retrouvera finalement celui qu'elle aime, son départ devenant l'aboutissement d'un stratagème soigneusement orchestré. En évoquant l'empereur, Mao Mao sera bientôt convoqué par celui-ci en personne. Sa mission est claire, se rendre au chevet de Dame Lifa, dont la santé a gravement décliné après la tragique perte de son nouveau-né. À son arrivée, Mao Mao réalise rapidement que les problèmes de la concubine dépassent largement sa condition physique. Dame Lifa souffre d'une détresse émotionnelle profonde, exacerbée par un entourage à la fois incompétent et nocif. Mao Mao découvre notamment qu'une suivante insiste à lui appliquer du fard blanc, une substance hautement toxique qui s'avère être la cause directe de son empoisonnement et plus tragiquement encore de la perte de son enfant. Mao Mao appliquera des soins rigoureux et méthodiques pour rétablir Dame Lifa, qui finiront par porter leurs fruits. 2 mois plus tard, cette dernière retrouve suffisamment de force pour reprendre une vie normale, bien que des incertitudes sur son avenir continuent de la hanter. Pour l'apaiser et la rassurer, Mao Mao lui confie que c'est l'empereur lui-même qui a exigé qu'elle prenne soin d'elle. Une fois sa mission accomplie, elle retourne dans les quartiers de Dame Gyokuyo. Un jour, portée par le désir de retrouver ses proches depuis son enlèvement, elle profite d'une rare occasion pour quitter l'enceinte de la cour intérieure, avec l'aide inopinée d'un soldat nommé Liaku. Mao Mao en profite pour rendre visite à son père adoptif, qu'elle n'a pas vu depuis des mois. Lors de ce bref séjour, elle sera tout de même sollicitée pour intervenir dans une maison close, où une prostituée et son client ont été retrouvés empoisonnés et dans un état critique. Avec l'aide de son père, Mao Mao identifiera rapidement la source du poison. Une prostituée lui révélera ensuite que l'homme, fils d'un riche marchand, abusait régulièrement des femmes de l'établissement, suscitant colère et désir de vengeance parmi elles. Ces injustices les poussèrent ainsi à élaborer un plan astucieux pour lui faire payer ses actes. Parallèlement à ces différentes affaires, Mao Mao se retrouve, malgré elle, plongée dans des intrigues bien plus complexes à démêler.
notamment un complot menaçant Dame Li-Shu, la plus jeune concubine de l'empereur. Tout commence lorsqu'un jour, alors qu'elle accompagne le médecin de la cour, un eunuque paniqué les interrompt, affirmant être victime d'une malédiction. Il leur montre alors de mystérieuses rougeurs sur ses mains, survenues après avoir brûlé des ordures dans le cadre de son métier, parmi lesquelles se trouvaient un vêtement féminin et des plaques en bois. Après enquête, Mao Mao identifie l'origine de l'irritation. Des substances colorantes, couramment utilisées par des artificiers, imprégnaient les plaques. Bien que l'affaire semble anodine, Jinshi demeure intrigué par l'origine et la signification de ces plaques colorées. Il ordonne une enquête approfondie pour retrouver tout homme présentant des brûlures aux bras similaires, persuadé qu'un mystère plus vaste et insidieux se dissimule derrière cet incident. Lors du banquet biannuel réunissant l'empereur et ses 4 concubines favorites, Mao Mao est chargé de surveiller discrètement les plats afin de garantir qu'aucun poison ne s'y trouve. Tout en testant les mets, elle observe attentivement les convives et note le sourire suspect de la goûteuse de Dame Li-Shu, ainsi que la nervosité palpable de cette dernière face à un plat de poisson qu'elle hésite à consommer. Mao Mao détecte finalement la présence de poison dans la soupe de Dame Gyokuyo et se voit poussé par Jinshi à investiguer sur l'origine de cet empoisonnement. Son enquête l'amène tout d'abord à Dame Li-Shu, chez qui elle découvre une sévère allergie aux poissons, confirmée par des plaques rouges visibles sur son bras. Mao Mao en déduit alors que la goûteuse de Dame Li-Shu, qui prend un malin plaisir à lui nuire en compagnie de ses autres suivantes, a intentionnellement échangé les plats avec ceux de Dame Gyokuyo. Par un concours de circonstances inattendues, cet acte a involontairement déjoué une tentative d'empoisonnement qui visait en réalité Dame Li-Shu. En tentant de découvrir le véritable coupable, Mao Mao examine minutieusement le bol de soupe empoisonné. Malgré la découverte d'empreintes pouvant être celles du suspect, le manque de preuves concrètes l'oblige à mettre son enquête en pause, laissant cette affaire enveloppée de mystère. La coupable finit par se dénoncer d'elle-même, laissant derrière elle une lettre d'aveu avant de prétendument se suicider. Son corps est retrouvé flottant dans une des douves du palais, apparemment après une chute depuis le haut du mur d'enceinte. Cependant, ce prétendu suicide suscite des doutes chez Mao Mao. L'accès au mur aurait vraisemblablement nécessité une assistance, et les blessures ainsi que les marques sur ses doigts laissent penser qu'elle aurait tenté de s'agripper désespérément avant de chuter. Ces indices conduisent Mao Mao à suspecter un assassinat, maquillé en suicide, visant à protéger le véritable instigateur de l'empoisonnement de Dame Li-Shu. Par la suite, sur ordre de Jinshi, Mao est envoyé auprès de Dame Aduo et de sa suite pour collecter des informations sur elle et son entourage. Ce transfert temporaire s'inscrit dans le cadre du grand ménage organisé au pavillon, Dame Aduo devant quitter la cour pour être remplacée par une concubine plus jeune. Mao Mao y rencontre Fon Min, la dame d'atour d'Aduo, et découvre qu'elle est issue d'une famille d'apiculteurs fournissant le pavillon en miel. Le bandage qu'elle porte au bras attire immédiatement son attention. Grâce à l'aide de Jinshi, Mao Mao établit un lien avec l'affaire de l'homme qui avait subi des brûlures au bras en manipulant des plaques colorées. Elle en déduit que la couleur des flammes dissimulait originalement un probable message codé destiné à un complice extérieur. Lors d'une entrevue avec Dame Li-Shu, Mao Mao découvre que celle-ci souffre d'une allergie mortelle au miel. Intriguée par les multiples connexions possibles avec Fon Min, elle approfondit ses recherches et apprend dans les archives que Dame Aduo avait autrefois donné naissance à un fils de l'empereur, tragiquement décédé un an plus tard. À cette époque, le père adoptif de Mao Mao, alors médecin à la cour, fut tenu responsable du drame en raison de son absence, étant mobilisé auprès du fils de l'impératrice. Cet événement précipita son renvoi. De fil en aiguille, les pièces du puzzle se combinent et la vérité finit par éclater. Il y a 16 ans, Fon Min a involontairement causé la mort du fils de Dame Aduo en lui donnant du miel, qui s'est révélé toxique pour les nourrissons. À l'époque, Dame Aduo, affaiblie, avait confié à Fon Min la tâche de nourrir l'enfant. Fon Min avait initialement prévu d'emporter ce lourd secret dans sa tombe, mais tout changea lorsqu'elle découvrit que Dame Li-Shu était mortellement allergique au miel. Craignant que cette révélation ne l'incrimine et dans le but de protéger son secret ainsi que les intérêts de Dame Aduo, Fon Min prit la décision de tenter d'empoisonner Dame Li-Shu lors du banquet. Mao Mao accorde à Fon Min une ultime chance de préserver son honneur en cachant son implication dans la mort de l'enfant, tout en assumant sa responsabilité dans l'empoisonnement de Dame Li-Shu. Le lendemain, Fon Min se dénonce publiquement pour cet acte avant d'être exécuté discrètement. Une décision qui permet de préserver en partie la dignité de Dame Aduo, laquelle quitte la cour dignement, comme prévu, blanchie de toute accusation, son rôle ayant été jugé inexistant dans les événements. Lors de sa cérémonie de destitution, Mao Mao est troublé par la ressemblance frappante entre Dame Aduo et Jinshi.
Elle se demande alors si celui-ci ne serait pas le fils de Dame Aduo, échangé à la naissance avec celui de l'impératrice, dans le but de garantir à l'enfant une existence bien plus favorable que celle qui lui aurait été réservée. Quoi qu'il en soit, l'exécution de Fo Min provoque des répercussions profondes, ternissant durablement la réputation de sa famille et entraînant d'importantes pertes économiques, notamment par le licenciement de nombreux employés. Dans le cadre de ces purges, toutes les servantes associées à elle sont renvoyées, ce qui met Mao Mao dans une position précaire en raison de ses liens indirects avec elle. Inquiète pour son avenir, elle prend son courage à deux mains pour en parler à Jinshi, bien qu'elle n'ose pas exprimer son souhait de rester à la cour. Convaincue de n'être qu'une simple servante sans importance, elle s'abstient de formuler sa demande. Jinshi, percevant son indécision et son appréhension, lui propose une prime généreuse pour faciliter son départ. De retour au quartier des plaisirs, Mao Mao reprend un emploi parmi les courtisanes, travaillant comme serveuse lors de réceptions. Durant l'un de ces événements, elle croise Jinshi, venu noyer son chagrin dans l'alcool. Surpris de la trouver dans un tel endroit, il lui propose de la racheter afin de la ramener à la cour. Mao Mao, bien que réservée, laisse entendre qu'elle ne serait pas opposée à cette idée. Quelques jours plus tard, Jinshi la libère en réglant toutes ses dettes. Il l'invite alors à revenir à la cour impériale, et en guise de geste symbolique, lui offre un champignon rare, marquant ainsi un nouveau départ. Mao Mao, désormais au service de Jinshi, est affectée à la cour extérieure, un environnement qu'elle connaît peu et qu'elle doit apprendre à apprivoiser. Elle y fait la rencontre de la servante personnelle de Jinshi, qui lui fait découvrir les lieux et en explique les principales règles. Malheureusement, sa nouvelle vie dans la cour extérieure s'annonce bien moins tranquille qu'elle ne l'espérait. Si tout commence de manière relativement légère, avec des tâches comme former les concubines de l'empereur sur divers sujets, ou tenter de réussir l'examen impérial, les événements prennent une tournure plus sombre lorsqu'un complot insidieux, cette fois dirigé contre Jinshi, commence à se dessiner en arrière-plan. Tout commence avec la découverte du corps de Konen, un fonctionnaire respecté. Jinshi, soupçonnant un empoisonnement, sollicite Mao Mao pour enquêter sur les circonstances de sa mort. Il lui confie alors des fragments de la carafe ayant contenu le dernier verre d'alcool consommé par Konen. Après analyse, Mao Mao ne détecte aucun poison, mais elle remarque des concentrations anormalement élevées de sel dans les débris. En raison d'une condition médicale qui altérait sa perception du goût salé, Konen n'aurait pas pu déceler les quantités excessives de sel ajoutées à sa boisson, ce qui pourrait avoir conduit à sa mort. Était-ce une mauvaise plaisanterie qui a tourné au drame ou une intention délibérée de l'éliminer? Par la suite, durant une nuit, un incendie ravage soudainement un entrepôt. Le lendemain matin, Mao Mao, chargé de transporter des documents à brûler, aperçoit Liyaku examinant les décombres encore fumants. Intriguée, elle scrute les lieux et met au jour des indices surprenants. Des restes de farine dispersés et une pipe en ivoire abandonnée. Après enquête, il est établi que la pipe, probablement allumée par négligence, a enflammé la farine en suspension dans l'air, déclenchant une explosion. Lors d'une autre enquête, Mao Mao se penche sur le cas d'un fonctionnaire tombé dans le coma après avoir consommé un plat de poisson. En inspectant les cuisines de son domaine, elle découvre un détail troublant, l'utilisation d'algues hors saison. Mao Mao explique que ces algues, si elles ne sont pas correctement traitées, peuvent devenir toxiques. Leur origine étrangère, de surcroît, soulève des questions sur leur qualité douteuse. Peu après, le petit frère du propriétaire avoue avoir délibérément empoisonné le fonctionnaire par jalousie, espérant ainsi prendre le contrôle du domaine. Il avait appris comment procéder en écoutant une conversation dans une taverne. Enfin, dans une ultime affaire, Mao Mao se rend chez un orfèvre récemment décédé pour résoudre une énigme qu'il a laissée à ses 3 fils. L'aîné a hérité de son atelier, le cadet d'une commode avec une clé qui ne l'ouvre pas et le benjamin d'une vasque en verre. Rassemblés dans l'atelier, Mao Mao observe les objets et remarque des traces sur une table sous une fenêtre, indiquant que la vasque y était placée. Intriguée, elle demande au frère de la repositionner. La lumière traversant alors le verre forme un faisceau précis dirigé vers la serrure du tiroir central de la commode. Le cadet insère alors sa clé, libérant un tiroir contenant un moule rempli de métal fondu, chauffé par le faisceau de lumière. La clé ainsi créée permet d'ouvrir les autres tiroirs, renfermant de l'étain et du plomb. Si les aînés considèrent cela comme une farce élaborée de leur père, le 3e frère y voit un rappel poignant de leur devoir de rester unis. Finalement, ils s'accordent pour travailler ensemble, chacun trouvant un rôle adapté à ses talents et ses aspirations. En marge de ces différentes enquêtes, Jinshi se prépare à mener une mystérieuse cérémonie. À cet effet, Mao Mao est envoyé chercher des ingrédients à l'officine des soldats, où elle croise Suilei, venu se réapprovisionner. Mao Mao la reconnaît alors, l'ayant déjà rencontrée par le passé. Plus tard, en retournant dans un jardin non officiel de la cour pour une cueillette, Mao Mao tombe de nouveau sur celle-ci, qui lui révèle être responsable de l'entretien du jardin.
Curieuse, elle lui demande ce qu'elle y cultive. Suley, espiègle, répond qu'elle y fait pousser des plantes capables de ressusciter les morts, avant de préciser en souriant qu'elle plaisante. Elle mentionne cependant son réel projet de cultiver des hippomées dans ce jardin. Lyaku retrouve plus tard Mao Mao et lui apprend que, lors de l'incendie de l'entrepôt causé par la pipe allumée par inadvertance, des objets rituels ont également été dérobés dans un entrepôt voisin. Le gardien de celui-ci, absent en raison d'une intoxication alimentaire, n'a pas pu assurer sa surveillance habituelle, facilitant ainsi le vol. Mao Mao interroge Lyaku sur ce gardien et apprend qu'il s'agit en réalité du fameux Konen, empoisonné par un excès de sel dans sa boisson. Lyaku évoque également la pipe offerte à un garde par une mystérieuse femme, dont l'odeur évoquait celle d'un médicament. Celle-ci rappelle immédiatement à Mao Mao celle de Suley, éveillant ses soupçons. En approfondissant son enquête, Mao Mao découvre que le fonctionnaire intoxiqué aux algues par son frère était autrefois employé à l'office des cultes. Il avait exprimé des préoccupations au sujet de la stabilité d'une poutre d'un temple, mais ces avertissements, jugés impertinents, lui avaient valu d'être relégué aux archives. Mao Mao perçoit une conspiration soigneusement orchestrée et redoute que la poutre défectueuse ne s'effondre pendant une cérémonie prévue ce jour-là. Pressée par l'urgence, elle se rend au temple et intervient juste à temps pour sauver la personne officiant le rituel, qui s'avère être Jinchi. Touché par des éclats de bois lors de l'effondrement, Mao Mao perd connaissance. Jinchi l'évacue alors lui-même. Mao Mao se réveille avec ses blessures traitées. Elle relate à Jinchi les indices qui l'ont conduite à suspecter l'effondrement imminent de la poutre. Elle en conclut que l'orfèvre décédé, père des 3 frères, aurait probablement conçu cette poutre fragile sans comprendre pleinement son véritable objectif. Cette ignorance pourrait avoir mené à son assassinat ultérieur. Le commanditaire, en revanche, semble posséder des informations précises, révélant l'envergure et la sophistication de ce complot. Plus tard, Lyaku informe Mao Mao que Suley aurait été impliquée dans cette affaire, mais qu'elle a été retrouvée morte, empoisonnée, sans qu'aucun complice n'ait été identifié. Convaincu qu'il reste des mystères à élucider, Mao Mao persuade Jinchi d'examiner le cadavre de Suley. Ils se rendent à la morgue où l'homme en charge de son corps les assiste. À leur grande surprise, en ouvrant le cercueil, ils découvrent que la dépouille n'est pas celle de Suley. Tous les indices laissaient croire à sa mort, mais Mao Mao conclut qu'elle a simulé son décès et s'est enfuie avec l'aide de complices, une ingéniosité qu'elle ne peut s'empêcher d'admirer. Malheureusement, les investigations n'aboutissent pas davantage. Quelques jours plus tard, Mao Mao reprend son rôle de goûteuse auprès de Dame Gyukuyo, qui se retrouve de nouveau enceinte. Dans l'ombre de toutes ces affaires gravitait un personnage des plus singuliers, Lacan, un stratège militaire de renom. Avec une précision méthodique, il orchestrait et supervisait discrètement les investigations entourant ce complot visant Jinchi. Lacan manifeste tout au long un intérêt marqué pour Mao Mao. Et pour cause, il est en réalité son père biologique, tandis que le père adoptif de Mao Mao n'est autre que son oncle. Lacan évoque alors la mère de Mao Mao et toute l'histoire autour de sa naissance. Fon Shen, une courtisane du palais vert de gris, était une femme d'une intelligence remarquable que Lacan admirait profondément. L'une des seules dont il pouvait reconnaître le faciès, ce dernier éprouvant depuis sa naissance de grandes difficultés à reconnaître clairement les visages. Bien qu'il ait tenté de racheter sa liberté, il s'était heurté à des enchères exorbitantes. Pour autant, leur relation s'était approfondie autour de parties de go, et c'est au fil de ces moments complices que Fon Shen était tombée enceinte. Hélas, le destin les avait séparés. Lacan fut envoyé au combat, ignorant tout du drame qui se jouait en son absence. 3 ans plus tard, il rentre enfin chez lui et trouve, parmi les lettres de Fon Shen, un doigt calciné. Terrifié à l'idée du pire, il se précipite au palais vert de gris. Là, il apprend que Fon Shen était tombée en disgrâce en raison de sa grossesse, une révélation qui l'anéantit. Devenue une simple prostituée, elle contracta la syphilis. Cherchant aujourd'hui à se rattraper, Lacan désire racheter Mao Mao, mais Jinchi s'y oppose fermement, conscient des implications de cette relation. Mao Mao, qui le fuyait comme la peste, finit par défier Lacan à une partie d'échecs chinois aux enjeux importants. Si Lacan gagne, Mao Mao devra reconnaître son rôle de fille. Si elle gagne, il sera tenu de racheter une courtisane du palais vert de gris. Pour pimenter la partie, elle introduit une règle supplémentaire impliquant une boisson potentiellement empoisonnée. Après une série de manches serrées, Lacan s'effondre, non pas empoisonné, mais ivre, dévoilant que Mao Mao avait astucieusement versé de l'alcool concentré dans les verres. Lacan se réveille alors dans une chambre du palais vert de gris. Alors qu'il s'apprête à racheter comme convenu l'une des courtisanes, celle-ci se détourne de lui et ouvre les portes menant à la cour du palais.
Saisi par le message implicite, Lacan se précipite vers la chambre du fond où il retrouve Von Shen. À cet instant, il réalise ce qu'il désire profondément. Il est prêt à payer le prix pour elle et tenter de rattraper tout le temps perdu. De son côté, Mao Mao partage avec Jinshi son sentiment que sa naissance avait probablement été souhaitée par sa mère, qui disposait pourtant de moyens de contraception et d'avortement. Cette réflexion lui apporte une certaine sérénité. Elle précise néanmoins qu'elle ne considère pas Lacan comme un père, tout en affirmant qu'elle ne nourrit aucun ressentiment à son égard. Quelques jours plus tard, Mao Mao reçoit une lettre annonçant le rachat d'une courtisane du palais Vert de Gris. Pour marquer l'occasion, elle décide de danser sur une muraille en signe de célébration. Cependant, lorsqu'elle aperçoit Jinshi l'observant, elle perd ses moyens, trébuche et manque de tomber, n'étant sauvée que par son intervention rapide. Jinshi, intrigué, lui demande des explications, et Mao Mao lui explique que la danse et un banquet sont des traditions pour célébrer un tel événement. Alors qu'elle descend, elle remarque que sa blessure à la jambe s'est rouverte. Jinshi, visiblement inquiet, insiste pour l'emmener immédiatement à l'officine afin qu'elle reçoive des soins appropriés. Tandis qu'il la porte, Mao Mao lui demande avec malice le bézoar qu'il lui avait promis auparavant, guidé comme toujours par son insatiable passion pour les plantes et autres curiosités singulières.